Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Entre le live à faire frissonner en Écosse, les conseils pour une célébration alternative et engagée, les rites et fêtes liés au solstice d'une culture à l'autre dans le monde, Halloween s'est installé tout au long de la semaine chez Floqueo. Et à l'occasion de la fête des morts, en ce 31 octobre, nous prolongeons le frisson et nous vous emmenons en voyage sonore à la découverte des cultures funèbres du bout du monde. Pour cela, qui de mieux que Juliette Cazès pour nous en parler. Bonjour Juliette et merci de participer à ce podcast. En tant que passionnée de thanatologie, vous êtes l'autrice du livre Funèbre, Tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde, mais également la créatrice du média Le Bizarrum et de l'agence de voyage L'Aventure du Temps. Des projets qui traitent de façon différente et originale d'un même domaine, la mort. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de tous vos projets, s'il vous plaît ? Je m'appelle Juliette Cazès, j'ai 31 ans et je suis chercheuse indépendante en thanatologie. Alors la thanatologie, c'est plus qu'une passion, c'est une part non négligeable de ma vie professionnelle à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire de ma passion aussi une partie de mon métier. Et donc c'est né assez rapidement, on va dire, dans ma vie, puisque en étant au contact de musées ou de documentaires, je me suis tout de suite intéressée à la question notamment des momies égyptiennes. Il faut bien que ça commence quelque part. Et donc par la suite, quand j'ai grandi, je me suis orientée vers des études en archéologie, en anthropologie. Et par la suite, je me suis spécialisée de plus en plus autour des questions liées aux funéraires. Et vous avez beaucoup voyagé pour l'écriture de votre livre. Quelles sont les plus grosses différences culturelles autour de la mort que vous avez pu remarquer et d'où tirent-elles leur origine ? Alors en fait, je n'ai pas voyagé pour écrire le livre. J'ai voyagé et ensuite j'ai écrit un livre. C'est-à-dire que ce n'est pas le livre qui a occasionné les voyages. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je voyage, et notamment durant mon ancien métier. Donc j'étais logisticienne d'expédition scientifique pendant 5 ans. Donc ça m'a permis de voir quelques terrains en plus de ce bagage théorique que j'avais. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'après toutes ces expériences, un jour on m'a dit « mais tu veux pas écrire un livre en fait ?» Et je me suis dit « oui, ça peut être bien ». Donc évidemment, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir avoir un regard totalement différent et aussi une ouverture aux autres qu'on ne peut pas avoir quand on reste chez soi et qu'on est que dans la théorie pure et dure. Donc le fait de voyager a été évidemment non pas un élément déclencheur, mais en tout cas quelque chose d'essentiel pour comprendre les autres et comprendre ce que je vois. Il y a des subtilités qu'on ne peut voir que si on est sur place, et encore faut-il les comprendre, et c'est là où les échanges avec les vivants sur place sont essentiels pour comprendre tout ce qui ne rentre pas dans notre socle culturel, si je puis dire. Au niveau des différences culturelles, en fait, souvent, ce qui me revient le plus souvent, c'est les gens qui me disent « ah oui, mais ailleurs, c'est très joyeux, etc. » Alors non, c'est pas vraiment de la joie, c'est juste que chez nous, c'est tellement carré, on va dire, au niveau de certaines pratiques, que du coup, tout ce qui sort de ce cadre nous semble extraordinairement excentrique. Mais en fait, les différences culturelles, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà une expression des sentiments qui va être différente d'un endroit à un autre, une expression de la douleur qui va être différente d'un endroit à un autre. Donc là, les différences culturelles, elles vont se noter au niveau des funérailles directement. Donc il faut bien distinguer les funérailles et les célébrations des morts. C'est très différent au niveau de l'organisation sociale des choses. Ces différences vont être vraiment notables en fonction aussi de chacun. C'est-à-dire que peut-être quelque chose qui me semble, moi, pas forcément extravagant le sera peut-être beaucoup pour quelqu'un. Alors ce qui va faire vraiment la différence aussi, c'est la sacralité du corps, à savoir est-ce qu'on touche aux morts ou pas, et donc ça c'est une vraie question, et souvent on a des grosses différences culturelles à ce niveau-là. Justement, pourriez-vous nous parler en détail de la fête mexicaine Dia de los Muertos ? Alors, Dia de los Muertos ou Dia de Muertos, en fait, donc c'est une fête mexicaine. Et en fait, c'est surtout une fête avec un fort syncrétisme religieux. Donc, on a l'association de fêtes du calendrier catholique, donc ici la Toussaint et les défunts, et puis des traditions plus anciennes héritées des cultures ancestrales mésoaméricaines.
Donc l'histoire du Mexique est très riche, son histoire préhispanique est très longue et très, là encore une fois, riche de plein d'éléments, que ce soit la mythologie, que ce soit la culture, la nourriture, etc., l'organisation sociale. Et puis, on a l'arrivée des Espagnols et donc à ce moment-là, on va avoir des changements drastiques au niveau de la population et puis des interdits aussi au niveau des cultes. À ce moment-là, c'est là où les choses vont changer. Et donc, Dia de los Muertos, comme on le voit maintenant, c'est plusieurs siècles de syncrétisme. C'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est pas face à juste une fête un petit peu colorée. Non, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et donc, en observant cette fête-là, il ne faut vraiment pas perdre cette idée de l'esprit. En fait, on a aussi des questions. Bon, alors, au niveau chronologique, c'est très difficile de donner une date exacte de quand on a commencé à célébrer des fêtes un peu similaires à l'époque préhispanique. Pour autant, on voit bien qu'à l'époque préhispanique, il y a une question d'accès à un inframonde avec des dieux spécifiques, avec des morts qui vont être classés, entre guillemets, en fonction de leur violence, en fonction de si c'est accidentel ou pas, de si la personne est un enfant, si c'est un adulte. Bref, on a quelque chose qui est très très développé au niveau mythologique, en tout cas pour tout ce qui est préhispanique. Alors, même si on dit, Dia de los Muertos, donc jour des morts, en fait, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des calendriers spécifiques, après, qui vont changer selon les régions. Alors, il n'y a pas vraiment de manuel officiel. Alors, si on prend les célébrations catholiques, oui. Mais si on prend, toutes les particularités régionales, non. Donc, on peut avoir vraiment des festivités sur plusieurs jours. C'est pas du tout rare. Et là, on va avoir vraiment ces questions régionales qui vont être importantes, puisque chaque région célèbre El Dia de los Muertos de façon différente. Donc l'idée pendant cette célébration, en tout cas, c'est de permettre aux morts, l'esprit des défunts, en fait, de se sentir aimés, entourés pour leur retour sur Terre. Donc c'est un moment très important. Et donc on va leur faire des autels commémoratifs ou des décorations sur leur tombe. C'est vraiment le but, c'est de leur faire plaisir. Donc on a beaucoup de nourriture, on a beaucoup de choses symboliques aussi pour aussi faciliter leur chemin pour rentrer chez eux ou rentrer à l'hôtel où on a disposé leurs photos. En bref, c'est quelque chose de très codifié. Donc nous, évidemment, ça nous semble très joyeux parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais ça n'empêche pas du tout la peine. Ce qui ne veut pas dire que cette peine est forcément obséquieuse dans le sens où on a des parades, on a de la musique, etc. Donc, oui, par rapport à chez nous, ça a tout de suite l'air beaucoup plus vivant. Donc, comme je disais, au niveau régional, on va avoir des différences notables. Par exemple, on dit souvent qu'à Oaxaca, c'est là où on a les choses les plus authentiques. À Mexico, on va avoir beaucoup de parades, etc. À Pomuch, on va sortir les ossements des défunts qui sont dans des reliquaires pour les nettoyer. Vous voyez, c'est très très différent et donc on ne peut pas avoir une seule unité, on va dire, de Dia de Muertos. En fait, on en a plein de différentes et c'est ce qui rend la chose très intéressante à étudier. Cette fête, elle est bien souvent associée à Halloween, alors qu'en réalité, elles sont peu compatibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors en fait, souvent on parle du Halloween mexicain, donc ça c'est une erreur énorme et assez grave en fait, qui est faite de façon récurrente, de par le fait que au niveau du calendrier, on est sur des dates similaires. Tout d'abord, il faut savoir que les Mexicains prennent très mal le fait que Dia de Muertos, qui est une tradition très ancienne, soit assimilé à Halloween. Tout simplement aussi pour des questions de fierté nationale, d'histoire du pays. Et il ne faut pas oublier qu'avec les États-Unis, les relations sont plus que tendues. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi une question d'appropriation culturelle qui ne plaît pas, puisque Halloween et Dia de Muertos, en les mélangeant, beaucoup de Mexicains se disent « Ah oui, donc en fait, pour prendre nos éléments culturels, là, il n'y a pas de problème, on nous aime bien, mais alors pour tout ce qui est du reste, on ne nous aime pas. » Ils ont raison de penser ça, puisqu'on se rend compte que il y a quand même une industrie assez énorme qui s'est développée ces dernières années et qui bénéficie directement des symboles de Dia de Muertos, mais qui pour autant, on a $0 qui reviennent ni à l'État mexicain, ni aux Mexicains directement. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment faire très attention à l'emploi des mots et éviter cette comparaison Halloween-Mexique. Ça n'a absolument rien à voir, ça n'a pas les mêmes racines, ce n'est pas au même endroit. Bref, c'est un impair qu'il faut absolument arrêter de faire. Et comment expliquez-vous qu'en Occident, nous ayons un rapport si différent à la mort ? Alors, comment expliquer qu'en Occident, on a un rapport si différent à la mort ?
C'est une histoire très ancienne. Bon, évidemment, c'est dans les usages culturels, dans les usages religieux. Là, comme je l'expliquais, au Mexique, on a un syncrétisme. Donc, évidemment, on a du catholicisme, mais on a des traditions plus anciennes et des codes plus anciens qui viennent s'y mélanger. Nous, on n'a pas ce syncrétisme-là. On a eu des syncrétismes, bien sûr, en France jusqu'au 19e siècle, par exemple, en Bretagne. On avait des cultes annexes qui étaient voisins des cultes catholiques. Bon, c'était pas trop autorisé. Pour certains, ça a vraiment fini par disparaître. Bref, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout. Ça, quand il y a une religion dominante qui s'installe, on a des survivants sous le nom de pratiques. Donc nous, on est dans un modèle purement catholique de célébration des morts, avec des usages habituels, codifiés. Et donc du coup, on ne peut pas non plus comparer le Mexique et l'Occident, enfin en tout cas la Mésoamérique, l'Amérique centrale, et l'Occident. En fait, parce que déjà, même comparer la Mésoamérique avec l'Amérique du Sud, c'est déjà quelque chose d'énorme. Donc, non, là, pour le coup, nous, notre rapport à la mort, il est très différent par rapport à cette historique-là, et aussi par rapport au fait que, on n'a pas d'ancestralité directe comme on a au Mexique, où on accueille l'âme des défunts. Nous, on n'a pas dans notre socle culturel, la croyance en l'ancestralité et au pouvoir des ancêtres, on l'a beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça fait une grande différence à mon sens entre l'Occident et d'autres endroits, parce que évidemment il n'y a pas que le Mexique qui célèbre ses morts en pensant que les morts reviennent. Il y a énormément d'endroits dans le monde, c'est aussi ce qui fait la différence. Et comment, selon vous, on peut remédier à cette distinction culturelle pour respecter les origines des deux fêtes distinctes? Alors, pour revenir à Halloween et à Dia de Muertos, donc pour faire attention, pour ne pas mélanger ces deux éléments qui sont souvent mélangés, justement, soit parce qu'on ne sait pas, et qu'à ce moment-là, il faut aussi se renseigner sur les autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, alors qu'on a Internet et qu'on a des livres sur des sujets, ignorer les questions qui demandent juste de chercher. Donc déjà à ce niveau-là, quelqu'un qui cherche un petit peu comprendra que non, Halloween c'est pas Dia de Muertos. Ensuite, il faut savoir que ça veut pas dire que on n'a pas le droit chez nous d'emprunter des petits éléments pour notre pratique propre. Alors je parle pas des déguisements, puisque les cultures ne sont pas des déguisements, mais je parle par exemple, je sais pas, si on a envie de mettre un petit crâne en sucre chez soi, et là, à ce moment-là, c'est possible, mais alors, pour que ça bénéficie directement aux Mexicains, et que là, on ne parte pas dans des questions d'appropriation culturelle, il faut que, en fait, les revenus financiers reviennent au pays. Et donc, à ce moment-là, nous, on passera plutôt par des associations, par des artisans, où on sait que ça revient à des Mexicains sur place. L'idée, donc, c'est pas de prendre la culture et de rien donner en échange, c'est non pas d'acheter la culture non plus, mais de reconnaître la valeur de cette culture-là à différents niveaux. Donc, l'important aussi pour les gens, c'est si on veut communiquer sur Dia de Muertos, si on veut faire un événement autour de Dia de Muertos, il faut prendre tout ça en considération et surtout arrêter de ne pas se renseigner sur les fêtes, surtout que Dia de Muertos, c'est une des fêtes les plus documentées qui existent. Là, il n'y a pas d'excuse pour confondre les deux. Et d'un point de vue touristique, Dia de los Muertos attire de nombreux touristes curieux de découvrir cette célébration de façon plus authentique, traditionnelle et immersive. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous avez déjà observé des changements particuliers sur la façon dont les Mexicains présentent cette fête, mais aussi sur la façon dont les touristes l'aperçoivent? Alors oui, du point de vue touristique, c'est très intéressant. Les ambassades, notamment, mettent beaucoup l'accent à l'étranger, comme en France, sur les célébrations mexicaines. Et donc, pour les offices de tourisme et pour les ambassades, c'est l'occasion pour Dia de Muertos de faire la publicité de l'événement et de créer des événements dans les pays étrangers. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça fait une très bonne publicité et ça permet aussi aux personnes des pays de rencontrer des Mexicains, donc d'aller directement vers les autres et d'avoir un échange sain avec des éléments culturels très intéressants. Pour ce qui est du pays directement, oui, évidemment, Mexico, si on a des si grandes parades comme ça, immenses, évidemment c'est la capitale, mais on sait aussi que ça attire beaucoup de monde. Et au niveau touristique, on a, alors moi-même, comme je travaille aussi en parallèle
encore un petit peu dans le tourisme. On a évidemment non pas des demandes qui explosent le plafond, mais c'est vrai que les personnes qui vont organiser des vacances au moment de la Toussaint au Mexique, ils ont envie de faire une petite sortie. Alors souvent, on a des sorties à la soirée, puisque c'est le soir que ça se passe, avec des guides pour aller voir les cimetières, etc. Donc les gens sont quand même relativement encadrés pour éviter aussi le fait que les touristes prennent trop de place et prennent des libertés qu'ils n'ont pas à prendre, parce qu'on est quand même sur des célébrations importantes et funéraires. Et à ce moment-là, les touristes, et nous le savons, le tourisme de masse notamment, mais même le touriste qui n'est pas forcément éduqué, va avoir des comportements qui ne sont pas en adéquation du tout avec la culture locale. Donc c'est important aussi pour le Mexique, ils sont très bien conscients du fait que Dia de Muertos, ça attire du monde. Pour autant, dans certains aspects, là, il faut quand même que ce soit encadré au niveau de la gestion des touristes, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des débordements de leur part ou des non-respects parce qu'ils n'ont pas les codes ou parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir les codes, tout simplement. Et donc, les Mexicains, eux, ils vont évidemment... Pour eux, c'est une façon d'attirer aussi des gens, donc ça bénéficie sur place à plein de monde. Le marchand de rue, le maquilleur qui propose ses petits maquillages, etc. quand on est sur place. Oui, alors... Évidemment, Dia de Muertos, ça mobilise beaucoup de touristes déjà mexicains dans le pays, d'un état, d'une zone à une autre, et puis ensuite des visiteurs étrangers. Donc à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça fait fonctionner autant le tourisme local que le tourisme international. Et donc à ce moment-là, de toute façon, il faut toujours que les touristes restent à leur place de touristes. Ça, c'est le plus important et c'est quelque chose qui n'est pas négociable en fait, si je puis dire. On arrive à la fin de cette aventure. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter ? Alors non, j'ai pas nécessairement de choses à rajouter, si ce n'est que c'est toujours intéressant en fait. En tout cas, moi, dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à d'autres pays, forcément, autour des questions de la mort. Faut pas oublier que quand on rencontre en voyage, je sais pas, une procession funéraire ou quelque chose, il y a des usages à prendre en compte, souvent qui sont oubliés, avec, moi je vois de façon récurrente, des personnes qui mettent sur internet des photos qu'il n'est pas à mettre, en fait, clairement, parce qu'on y voit des familles endeuillées, parce que des fois on y voit des morts, je pense notamment quand on a des morts qui sont visibles au niveau des cérémonies. C'est vrai que j'invite à toute la prudence du monde pour observer ce type d'événement, et toujours, encore une fois, de rester à sa place de voyageur, de touriste. Même moi qui fais de la recherche, je me mets en retrait, en fait, dans ces situations-là. Donc, vraiment, s'il vous plaît, si vous voyez des rites funéraires ou des éléments funéraires, soyez prudents quand même de ne pas blesser les gens. On est quand même sur un moment important pour une vie et pour un socle social. Et en vous mettant à leur place, vous verrez peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui prend en photo votre peine ou en tout cas votre célébration. Effectivement. En tout cas, ce fut un voyage sonore assez surprenant et passionnant. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces connaissances et de nous avoir éclairé sur l'origine de ces célébrations. Merci également à nos fidèles auditeurs pour votre écoute et vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, vous retrouverez dans la description l'intitulé du livre et des médias créés par Juliette. Les sujets et la passion ne manquent pas, et le soir d'Halloween, lorsque vous croiserez un squelette, n'oubliez pas de lui rappeler qu'il s'est trompé de fête. Vous retrouverez également sur nos réseaux sociaux des astuces pour fêter un Halloween de façon éco-responsable. Et en vous rendant sur notre site, nous vous offrons l'opportunité de vivre un voyage immobile en Écosse grâce au live et à un article dédié au mystère de ce pays. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne lecture, une très belle journée et une très bonne célébration. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.